Bonjour, vous êtes sur la chaîne Math+1. Vous regardez un épisode de la série Cours de maths de niveau Bac+1. Nous en sommes à l'épisode 13 de la saison 4 et nous allons parler des groupes. Ce sont des structures algébriques fondamentales. L'ensemble des épisodes de la saison 4 est basé sur le cours de MPSI, mais tous les élèves des classes préparatoires de grandes écoles peuvent regarder ces épisodes. Nous sommes dans la partie algèbre. Cette partie a été décomposée en différents épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler des groupes. Cet épisode fait suite à l'épisode 12 de la saison 4 qui était consacré aux lois de composition interne. Commençons par quelques rappels relatifs à l'épisode précédent. Prenons un ensemble E et dotons-le d'une loi de composition interne, c'est-à-dire d'une opération telle que toute combinaison de deux éléments de E donne toujours un élément de E. L'association de cet ensemble et d'une loi, une loi de composition interne, s'appelle un magma. C'est la structure algébrique fondamentale la plus simple que l'on puisse trouver. En effet, aucune contrainte, à part le fait d'être une loi de composition interne, n'est imposée à la loi carré. Si la loi carré est associative, on dira que E, carré est un magma associatif. Si la loi dispose d'un élément neutre, alors on dira que E, carré est un magma unifère. Si la loi carré est à la fois associative et qu'elle possède un élément neutre, on dira alors que E, carré est un monoïde. Est-ce qu'il existe un stade supplémentaire, une structure fondamentale plus élaborée ? Oui, c'est la notion de groupe, et c'est l'objet de cet épisode. Certains travaux du mathématicien Lagrange préfigurent la théorie des groupes. Un théorème porte d'ailleurs son nom, et ça ne s'invente pas, ce théorème s'appelle le théorème de Lagrange sur les groupes. Toutefois, la figure emblématique de la théorie des groupes, c'est Évariste Galois, un mathématicien français mort vraiment très jeune. Évariste Galois est décédé à l'âge de 20 ans lors d'un duel. Il introduit la notion de groupe alors qu'il tente de démontrer l'impossibilité de résoudre, dans le cas général, des équations polynomiales de degré n supérieur ou égal à 5 avec des radicaux. Il n'avait alors que 17 ans. À l'origine, l'algèbre a consisté à développer des méthodes de résolution d'équations. Le domaine devient plus abstrait à la fin du 19e et au 20e siècle. Ce ne sont plus les objets, c'est-à-dire des nombres, des fonctions, des matrices, des suites, des ensembles, des polynômes, qui sont mis en avant, mais les opérations que l'on peut réaliser avec. À partir de là, les objets concrets, comme les nombres, les fonctions, les ensembles, disparaissent pour laisser place à des ensembles munis de structures abstraites et générales, les groupes, les anneaux et les corps. Une excellente série de 11 vidéos de vulgarisation sur les structures algébriques est disponible sur YouTube. Vous trouverez ces épisodes sur la chaîne MicMath de Michael Launay. Cet épisode comporte 4 parties. Tout d'abord, nous allons définir ce que l'on appelle un groupe. Dans la seconde partie, nous parlerons des sous-groupes. Dans la troisième partie, nous aborderons des méthodes pour démontrer qu'une structure est un groupe ou un sous-groupe. Enfin, dans la quatrième et dernière partie, nous reparlerons des morphismes. Nous avons commencé à aborder ce sujet dans la vidéo précédente. Ici, nous allons aller un peu plus loin et parler de noyaux et d'images d'un morphisme. Première partie, les groupes. Commençons par définir ce qu'est un groupe. On l'a vu, un ensemble doté d'une loi de composition interne s'appelle un magma. Si la loi est associative et possède un élément neutre, on appelle cela un monoïde. Rajoutons la propriété que tout élément de E est symétrisable. On parle alors de groupe. Définition. On appelle groupe tout monoïde, E, carré, dans lequel chaque élément de E possède un symétrique, pour la loi carré. Résumons toutes les différentes structures algébriques que nous avons vues dans un tableau. Pour le magma, il est nécessaire que l'on ait affaire à une loi de composition interne. Le magma est unifère si on dispose d'un élément neutre. Le magma est dit associatif si la loi est associative. Si la loi de composition interne est à la fois associative et possède un élément neutre, on parle de monoïde. Enfin, si on a affaire à une loi de composition interne associative disposant d'un élément neutre et tel que tout élément dispose d'un symétrique pour cette loi, on parle de groupe. Définition. On appelle groupe abélien tout groupe E, carré dans lequel la loi carré est commutative. On dit aussi groupe commutatif, mais parler de groupe abélien, c'est quand même beaucoup plus chic. Au fait, pourquoi dit-on groupe abélien ? Niels Henrik Abel était un mathématicien norvégien. Il est né en 1802 et est décédé en 1829. Galois est son cadet, car il est né en 1811. Abel décède lui aussi très jeune, il meurt de la tuberculose à l'âge de 26 ans. En son hommage, le prix Abel a été créé en 2003. Il est décerné par l'Académie norvégienne des sciences et des lettres. Décerné tous les ans, ce prix est un peu l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. La médaille Fields, considérée elle aussi comme un équivalent du prix Nobel, est délivrée tous les 4 ans. Pourquoi n'existe-t-il pas de prix Nobel de mathématiques ? La raison est fort simple. La femme de Nobel le trompait avec un mathématicien. Voici quelques exemples de groupes. L'ensemble des entiers relatifs munis de l'addition est un groupe abélien d'éléments neutres 0. L'ensemble des nombres rationnels munis de l'addition est un groupe abélien. L'ensemble des nombres réels munis de l'addition est également un groupe abélien. Enfin, l'ensemble des nombres complexes munis de l'addition est également un groupe abélien, lui aussi d'éléments neutres 0.
L'ensemble des nombres rationnels, privés de l'élément 0 et munis de l'application, est un groupe abélien d'éléments neutres 1. L'ensemble des nombres réels, privés de 0, munis de la multiplication, est également un groupe abélien. Il en va de même pour l'ensemble des nombres complexes, privés de 0. Enfin, l'ensemble des fonctions de R dans R, munis de l'addition, est également un groupe abélien. Considérons l'ensemble des bijections de R dans R, et munissons-le de la loi de composition. On a affaire à un groupe, mais ce n'est pas un groupe abélien. La fonction identité en est l'élément neutre. L'ensemble des matrices carrées à coefficients réels munis de l'addition est un groupe abélien. L'ensemble des polynômes sur un corps K munis de l'addition est un groupe abélien. Nous parlerons des corps dans une vidéo ultérieure. Voici maintenant quelques exemples de structures qui ne sont pas des groupes. L'ensemble des entiers naturels munis de l'addition n'est pas un groupe, puisque par exemple 2 n'a pas de symétrique. L'ensemble des entiers relatifs privés de 0 et munis de la multiplication n'est pas un groupe. Par exemple 2 n'a pas d'inverse. L'ensemble des nombres réels munis de la multiplication n'est pas un groupe. L'ensemble des fonctions de R dans R munis de la multiplication n'est pas un groupe. L'ensemble des parties d'un ensemble E muni de l'union n'est pas un groupe, et il en va de même de l'ensemble des parties munies de l'intersection. Ce n'est pas non plus un groupe. Nous allons voir que dans un groupe, on a deux opérations pour le prix d'une. Dans un groupe, tout élément est symétrisable. Par conséquent, pour tout élément x et y de E, x carré y est égal à x. Tout groupe possède ainsi intrinsèquement une deuxième loi, une deuxième opération. Nous l'avons noté ici avec un carré plein. A carré plein B égale A carré B', le symétrique de B, pour la loi carré. Z plus dispose ainsi de la soustraction. A moins B est égal à A plus l'opposé de B, c'est-à-dire A plus moins B. R étoile muni de la multiplication dispose ainsi de la division. A divisé par B, c'est égal à A fois B moins 1, l'inverse de B. Deuxième partie, les sous-groupes. Considérons un ensemble G muni d'une loi carrée qui forme un groupe. Considérons une partie H de G, c'est-à-dire un sous-ensemble de G. Que peut-on dire de la structure H, carré? Définition. Soit G, carré un groupe, et soit H une partie de G. On dit que H, carré est un sous-groupe de G, carré, si H est stable pour la loi carré, et si H, carré est un groupe. On le note H inférieur à G. Que signifie H stable pour la loi carré? Cela signifie que si l'on prend deux éléments de H, la composition de ces deux éléments par carré est un élément de H. Exemple, Z muni de l'addition est un sous-groupe de R muni de l'addition. R plus est un sous-groupe de C muni de l'addition. Voici une curiosité. Soit G muni d'une loi de composition interne, qui forme un groupe, et soit petit e l'élément neutre de G pour la loi carré. Le singleton E, auquel on associe la loi de composition interne carré, est un sous-groupe de G carré. On l'appelle le sous-groupe trivial. Théorème. Soit G carré un groupe, et soit H une partie de G. H carré est un sous-groupe de G carré si et seulement si H est différent du vide, quels que soient deux éléments de H, x carré y' appartient à H. Nous verrons dans la partie suivante que ce théorème est souvent utilisé pour démontrer que l'on a affaire à un sous-groupe. Cette nouvelle figure fait apparaître que la partie H de G, qui en l'occurrence est un sous-groupe, contient l'élément neutre, et que chaque élément x de H dispose d'un symétrique qui est également un élément de H. Troisième partie. Comment montrer que G muni d'une loi carrée est un groupe ou un sous-groupe? Première méthode. Soit G un ensemble et carré une loi sur G. Pour montrer que G muni de la loi carrée est un groupe, on applique la définition. On montre alors que carré est une loi de composition interne, que la loi carrée est associative, qu'elle possède un élément neutre, et que tout élément de G est symétrisable. Deuxième méthode. Soit H un ensemble non vide et carré une loi sur H. On cherche un ensemble G tel que H est inclus dans G et tel que G carré soit un groupe. C'est souvent un groupe de référence. On montre ensuite que pour tout x, y appartenant à H, x carré y' appartient à H. Méthode numéro 3. Pour démontrer l'existence d'un sous-groupe. Soit G carré un groupe. Pour montrer que H carré est un sous-groupe de G carré, on montre que H est inclus dans G, que l'élément neutre appartient à H, ce qui montre que H est non vide, et que pour tout élément x et y de H, x carré y' appartient à H. Pour démontrer que H carré est un sous-groupe de G carré, il est parfois plus simple de procéder comme suit. On démontre que H est inclus dans G. Deuxièmement, on démontre que l'élément neutre appartient à H, ce qui prouve que H est non vide. Troisièmement, on démontre que pour tout élément x et y de H, x carré y appartient à H, et la stabilité de la loi carré pour H. Et enfin, quatrièmement, on démontre que pour tout élément x de H, son symétrique x' appartient également à H.
Quatrième partie, morphisme de groupe. Commençons par quelques définitions et propriétés qui sont des rappels de l'épisode précédent. Nous allons aussi aborder quelques compléments. Considérons un groupe G muni d'une loi carrée et un groupe H muni d'une loi triangle. Prenons deux éléments de G, x et y, et procédons à l'opération x carré y. Regardons maintenant l'image par f de x, l'image de y par f, et l'image de x carré y par f. On aura affaire à un morphisme si f de x carré y est égal à f de x triangle f de y. F de x carré y égale f de x triangle f de y. Le morphisme f transforme la loi carrée en loi triangle. Le mot morphisme vient du grec morphé qui signifie forme. Regardons comment se comporte l'élément neutre. E indice G est l'élément neutre dans G pour la loi carrée. E indice H est l'élément neutre pour la loi triangle dans H. Le morphisme f transforme l'élément neutre de G pour la loi carrée en l'élément neutre de H pour la loi triangle. On a en quelque sorte conservation de l'élément neutre. Regardons maintenant ce qui se passe pour les symétriques. X' est le symétrique de X pour la loi carrée dans G, Y' est le symétrique de Y dans H pour la loi triangle. Eh bien, l'image du symétrique, c'est le symétrique de l'image. C'est une propriété caractéristique d'un morphisme de groupe. Passons maintenant à quelques éléments de vocabulaire. Un morphisme s'appelle également un homomorphisme. Lorsque le morphisme est bijectif, on parle d'isomorphisme. Si le morphisme a lieu de l'ensemble E vers l'ensemble E, on parle d'endomorphisme. Et si on a affaire à un endomorphisme bijectif, on parle d'automorphisme. Théorème, soit petit f un morphisme de G virgule carré dans G', triangle, et soit petit g un morphisme de G', triangle dans G seconde virgule fois. Alors G rond F, la composée de G et de F, est un morphisme de G virgule carré dans G seconde virgule fois. Donnons quelques exemples de morphismes de groupe. Un exemple très classique. L'ensemble R virgule plus est relié à l'ensemble R plus étoile virgule fois. Prenons comme morphisme l'application qui à x fait correspondre exponentielle de x. Alors, exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Le morphisme transforme l'addition dans R+, en multiplication dans R plus étoile. Regardons ce qui se passe au niveau de l'élément neutre. Nous savons que l'élément neutre de l'ensemble de départ est transformé en élément neutre de l'ensemble d'arrivée. Effectivement, E puissance 0, 0 étant l'élément neutre pour l'addition dans R, est bien transformé en 1, l'élément neutre pour la multiplication dans R plus étoile. Passons au symétrique pour ce même morphisme. Exponentielle de moins x égale exponentielle de x puissance moins 1. L'opposé, c'est-à-dire le symétrique de x pour la loi plus, c'est moins x. Et le symétrique pour la loi fois, c'est-à-dire l'inverse, c'est exponentielle de x à la puissance moins 1. Le logarithme est la bijection réciproque de l'exponentielle. Cette fois-ci, nous partons de l'ensemble R plus étoile, muni de la multiplication, et nous allons vers R muni de l'addition. Notre morphisme est l'application qui à x fait correspondre log de x. Logarithme de x fois y égale logarithme de x plus logarithme de y. Le logarithme transforme un produit en une somme. C'est un morphisme. Que se passe-t-il pour l'élément neutre? Pour la multiplication, l'élément neutre est égal à 1. Pour l'addition, l'élément neutre est égal à 0. Le logarithme de 1 est effectivement égal à 0. Regardons ce qui se passe au niveau du symétrique. Le symétrique pour la multiplication, c'est l'inverse, x puissance moins 1. Logarithme de x puissance moins 1 est égal à moins log de x, et effectivement, le symétrique pour la loi plus, c'est l'opposé. Abordons maintenant la notion de noyau d'un morphisme. Considérons la partie de G, telle que tous les éléments de cette partie aient comme image l'élément neutre pour la loi triangle dans H. Comment caractériser cette partie? C'est la notion de noyau. Définition. Soit G virgule carré et H virgule triangle deux groupes, et soit F, un morphisme de G dans H. On appelle noyau de F l'ensemble noté ker de F égale x appartenant à G tel que f de x égale E de H. Une autre façon de voir les choses, c'est d'écrire que ker de F c'est égal à f-1 du singleton EH, l'élément neutre de H pour la loi triangle. Le noyau d'un morphisme de groupe est donc constitué de tous les éléments de G dont l'image par F est l'élément neutre dans H pour la loi triangle. Théorème. Soit G virgule carré et H virgule triangle deux groupes, et soit petit f un morphisme de G dans H. Alors le noyau muni de la loi carré est un sous-groupe de G virgule carré. Et deuxièmement, si le noyau se réduit au singleton EG, qui est l'élément neutre pour la loi carré dans G, alors F est injectif. Nous illustrons ici la deuxième partie du théorème. Lorsqu'une application F est injective, alors son noyau se réduit au singleton EG. Par conséquent, lorsque le morphisme est injectif, son noyau se réduit à l'élément neutre de l'ensemble de départ.
Passons maintenant à la notion d'image de morphisme, une notion que nous n'avions pas abordée dans l'épisode précédent et qui est donc nouvelle. Considérons l'ensemble de départ muni de la loi carré, qui forme un groupe. Considérons l'ensemble d'arrivée, H, muni de la loi triangle. L'ensemble des images de G par le morphisme F forme un sous-ensemble de H. Comment le caractériser? C'est la notion d'image. Définition. Soit G virgule carré et H virgule triangle, deux groupes, et soit petit f un morphisme de G dans H. On appelle image de F l'ensemble suivant. On le note im de F, il est égal aux Y, aux éléments de H, tel qu'il existe un élément de G pour lequel f de x égale Y. L'image de F, c'est tout simplement f de G. Nous avons illustré cette définition sur la figure suivante. L'ensemble de départ a comme image l'image de F, qui est un sous-ensemble de grand H, l'ensemble d'arrivée. Théorème. Soit G virgule carré et H virgule triangle deux groupes, et soit F un morphisme de G dans H. Alors premièrement, l'image de F munie de la loi triangle est un sous-groupe de H munie de la loi triangle. Deuxièmement, im de F égale H est équivalent à dire que petit f est un morphisme surjectif. Nous avons illustré la deuxième partie du théorème sur cette figure. L'ensemble de départ G a comme image grand H. Le morphisme F est surjectif. Cet épisode est maintenant terminé. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez cliquer sur j'aime. En vous abonnant à la chaîne Math+1, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y trouvez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1. Merci et à bientôt.